Monsieur le ministre est arrivé et on voulait conclure la réunion, mais il- le ministre a peu de temps à sa disposition, alors on va l'intégrer immédiatement, nous pourrons l'écouter et je sais que les membres auront des questions pour le ministre, mais il devra s'arrêter à 16h50. Monsieur le ministre, puisque on a peu de temps avec vous, je ne déclinerai pas votre CV. Bon, tout le monde vous connaît, vous représentez la grande région de Toronto au Parlement. Vous représentez la circonscription de Eglinton-Lawrence. Alors, Marco Mendocino, bienvenue et nous avons hâte de vous écouter. Ah, mais une présentation de votre part comme ça est toujours aimable. C'est presque une promotion. Bon, je pense que c'est la deuxième fois que je suis avec vous cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous étaient avec notre autre téléconférence, mais je voulais être ici pour l'AGM à cause de nos rapports, nos relations personnelles, Debbie, mais surtout à cause du travail d'Ocassi. Donc, tout d'abord, merci en mon nom et merci aussi au nom du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour tout le travail que vous faites, non seulement lors de la pandémie, mais depuis très longtemps. Et plus je discute avec les gens, plus je vois nous reconnaissons tous que cette année a été incroyablement difficile, pleine de défis, et la seule façon de traverser l'épreuve, c'est de rester liés et partager nos expériences et notre savoir. Et c'est très canadien, ça. Cette espèce de préoccupation mutuelle. On sait bien s'appuyer les uns les autres. Ça, c'est canadien. L'immigration a un rôle fondamental à jouer dans tout ça, comme vous le savez. J'écoutais, j'écoutais vos discours, vos propos, et bon, vous parliez du changement en 2015. Ça fait déjà, non, ça fait plus que 5 ans. Euh, et oui, nous avons progressé beaucoup en matière d'immigration et nous continuons à, à grandir lorsqu'il s'agit de l'intégration économique, l'accueil des familles, notre travail dans les aspects humanitaires. Mais tout ça a été évidemment grevé par la pandémie. Lorsqu'on a dû mettre en place des contraintes pour les déplacements, oui, ça a empêché les gens de traverser les continents et puis de franchir les frontières. On a essayé de trouver des façons de contrer ce problème-là, de contourner les problèmes de la pandémie, mais on est loin des conditions normales. Et alors que personne n'a une boule de cristal, je pense qu'il reste encore plusieurs mois, sinon plus, avant qu'on ne se retrouve à une situation où il n'y a plus de contraintes là, pour les déplacements, pour traverser les frontières et ainsi de suite. Mais ça nous prédispose à continuer à être créatifs, à collaborer pour continuer à grandir, faire grandir notre pays par le biais de l'immigration. Par contre, il y a un peu de soleil dans tout ça. Nous accueillons encore des immigrants. Bon, on s'était donné des cibles, on voulait 341 000 immigrants. Je me rappelle d'avoir présenté ce plan-là. Et je pense que c'était le plus grand nombre d'immigrants de l'époque moderne, si on veut. Il faut remonter pas mal loin pour qu'il y en ait eu plus que ça lors d'une seule année. Et de devoir fermer la porte à l'improviste, à la frontière, ça nous a coûté. Mais on essaie de trouver des façons de contourner ces problèmes-là et puis accueillir des gens malgré tout et réunir les familles. Je suis sûr que c'est ça qui stimule notre sens de compassion, d'empathie. Dans les nouvelles, dans les médias, les gens parlaient de la séparation des familles, comme aux États-Unis. Euh, Aussi, bon, on veut élargir la définition de famille pour inclure les couples qui ne sont pas mariés, bon, la famille plus élargie, les grands-parents, bon, une famille plus grande. Donc, on a redéfini c'est quoi la famille. Ça, c'est important.
Évidemment, il faut s'assurer d'avoir les ressources à la frontière pour mettre en place les protocoles sanitaires, la quarantaine, tout ça. C'est essentiel si on veut continuer à gérer les risques inhérents à la pandémie. Comme vous avez vu en Ontario, 900 nouveaux cas aujourd'hui. Manifestement, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais bien qu'on veuille continuer à faire venir les gens au Canada, traverser nos frontières et les accueillir, on ne peut pas ouvrir ça d'un seul coup. Alors, pour se prémunir contre ces risques-là, les protocoles qu'on a mis en place nous permettent de au moins euh, accueillir certains arrivants, un certain nombre d'arrivants. Demain, c'est une journée importante. Pourquoi? Parce que dans les prochaines 17h30 environ, nous allons présenter notre plan pour l'immigration pour 2021-2023. Et ça me passionne. Depuis que je suis ministre, je dis que notre façon de continuer à grandir au pays, faire grandir notre pays, c'est par le biais de l'immigration. Les données sont claires là-dessus. Si vous regardez le vieillissement de la population, le déclin de taux de natalité, euh, écoutez, ça, ça nécessite un nouveau regard sur l'immigration, forcément. Et c'est le succès de cette politique, d'avoir un pays ouvert, inclusif, un, un pays qui voit la diversité comme une force, qui voit la réunion de gens venus d'un peu partout. C'est pour ça qu'on est si concurrentiel sur le plan économique, à cause de leur contribution. Et moi, j'aime toujours discuter de ces choses-là et en parler haut et fort. Et je pense que les données confirment ce point de vue. Et j'espère que vous serez là, à mes côtés, pour défendre l'immigration d'un point de vue familial, d'un point de vue économique, et de plus en plus euh, dans le contexte du travail communautaire, parce qu'on a vu des pays avec lesquels on a été partenaires, historiquement parlant, ils ont pris des décisions par rapport à leurs réfugiés puis leurs immigrations, et nos partenaires au HCNR et ainsi de suite, ils nous demandent, ils disent, vous devez être là, le Canada, vous devez continuer à accepter des réfugiés, à accepter des réfugiés. On ne peut pas réinstaller les réfugiés sans la générosité des Canadiens. Et ça, j'ai grande foi en ce processus-là. On a parlé des services d'établissement et puis les mandats, les ressources. Je sais que vous êtes épuisé, vous devez inventer toutes sortes de nouvelles façons pour offrir vos services malgré le manque de ressources. Euh, Moi, je vais continuer de défendre votre travail, d'en faire la promotion. Le plan que je vais mettre demain va de nécessiter, exiger plus de soutien pour vous et votre travail. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez livrer le même message, souligner l'importance du travail des agences qui aident à l'établissement des gens. Une fois qu'ils sont ici, il faudra trouver Trouver des façons soutien à d'avoir plus l'orientation, de un soutien au soutien niveau des langues, pour qu'ils puissent l'orientation, pour que les vraiment gens puissent s'intégrer faire rapidement. tout ça. Et donc, je ne peux pas me Je vais passer être de vous. Donc, je bref. vais rester bref. Je vais toujours un petit peu plus J'aime plutôt une que ce discussion qui a été scripté. Donc, plutôt parfois, que de lire un mon personnel est scénario. un petit peu anxieux, mais quand même, ça finit bien, normalement. Donc, merci infiniment, Debbie, de m'avoir donné l'occasion de vous adresser. Et merci pour le travail que vous faites. Et s'il vous plaît, restez en ligne pour demain. Et je vous demande de partager ces nouvelles aussi largement que vous pouvez. Et merci à tout le monde. Il y a des questions qui entrent. Alors, écoutez vos questions. Alors, la première question est d'une de nos collègues au niveau du secteur des femmes. Elle dit, malgré qu'on a des immigrants qui ont des aptitudes, plusieurs sont poussés vers le marché d'évaluer. Il y a beaucoup de sans-emploi et il y a beaucoup de pauvreté. Quel est votre plan pour traiter
du chômage toujours en augmentation et de soutenir les immigrants pour qu'ils aillent chercher des aptitudes qui sont reliées à leur travail. Excellente question et certain qu'avec le chômage qui est plus élevé en raison de la COVID, c'en est un qu'il faudra se confronter ensemble. Je pense que ce que l'on peut apprendre des leçons de l'histoire en allant de l'avant, c'est que lorsqu'on fait croître l'immigration, on fait croître l'économie. Et la raison, c'est que lorsqu'on regarde l'économie, on voit qu'il y a des manques de main-d'œuvre très aigus. Et donc, est-ce que c'est ce soit qu'il manque des gens donc dans la santé, dans les structures ou dans la technologie qui est toujours en boom? Il y a toujours des demandes et des pressions pour trouver la bonne main-d'œuvre pour remplir ces postes. Et la réalité, c'est que on peut bénéficier en faisant entrant ces immigrants qui détiennent ces aptitudes et les aligner, les affecter aux postes vacants de leur collectivité. Je crois que c'est là où Ocasi peut être un vrai véhicule et partenaire en partageant les renseignements que vous obtenez, les rétroactions que vous obtenez de nos nouveaux arrivants, également de nos partenaires à travers la collectivité du secteur affaires. Je crois qu'on va vraiment s'améliorer si on voit ça aligné et intégré de façon plus expéditive. Et donc, je crois que ça sera un des siège du cas présenté demain lorsqu'on vous fera part du plan du programme. Et donc, ça fait partie d'une des parties les plus importantes de l'économie et la façon dont on comblera ces manques, c'est en souhaitant la bienvenue à de nouveaux Canadiens. Merci. Vous savez que vous ne pouvez pas venir au CACI sans une question sur la régularisation. Donc, je pense que toutes les conversations que vous êtes ministre est au-dessus à ce sujet. On a vu certains des projets que vous présentez, vous en parlez. Il y a un petit produit au sujet des travailleurs agricoles, les autres des travailleurs de la santé. Est-ce qu'il y en a un pour une régularisation, un projet très général à ce sujet? Si ce n'est pas maintenant, quand? Et je crois que c'est une réflexion vraiment à propos et je veux vous remercier de vos défenses. Je suis engagée auprès des groupes depuis partout au pays, également avec l'Alliance qui présente ça de l'avant et ils ont raison, plus particulièrement dans le secteur agricole. Avec la saison, les travailleurs agricoles, il y a à peu près 60 000 travailleurs qui viennent de tout partout, mais surtout de l'Amérique centrale et du Sud. Et donc, c'est les conditions présentent des défis. Et lorsqu'on invite des travailleurs, ils ont droit à exactement les mêmes protections et droits que les travailleurs canadiens. Le Canada jouit d'une excellente réputation pour ses en vertu de ces immigrants et ça recoupe ces statuts par contre et ça je l'accepte et je crois qu'on est à un point où on se rejoint, où on doit élargir à travers tous les secteurs. On a des gens qui sont temporaires, par exemple, qui remplissent les écarts. Et ça, je vais y revenir. Mais donc, dans les métiers, j'entends souvent des cols bleus que eux aussi aimeraient avoir plus de gens avec aptitude et expérience qui rentrent. Et donc, lorsqu'on prend l'inventaire de ce qui se passe, ce qu'on a, on est encore dans des frontières qui sont très fermées. Est-ce qu'on a une chance présentement de voir le talent et toutes les aptitudes qui existent déjà au Canada pour ceux qui se retroussent les manches et qui contribuent à titre du Canadien? Est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître ça? Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître ça et élargir cette voie-là, ce chemin pour qu'il puisse marcher et l'accélérer à une première résidence? Je crois qu'il y a de la place pour ça. J'ai hâte d'avoir ce débat. Et je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y aura peut-être des gens qui sont cyniques ou sceptiques qui diront que juste en donnant le statut aux travailleurs, qu'on ne traite pas les défis de structure dans les secteurs qui sont peut-être pas aussi compétitifs au niveau des salaires. Et je crois qu'il faut également reconnaître que
si on donne un statut aux gens, il y a la chance ou le risque qu'ils puissent laisser cet emploi. Et ça, je ne m'y oppose pas parce que ce qu'on offre, c'est de la mobilité vers le haut. Et donc, si vous rentrez par la porte principale, puis vous travaillez fort à un poste et qu'on vous donne une façon d'obtenir votre résidence permanente, votre statut de résident permanent, et donc vous n'avez pas perdu le désir de faire d'autres travail et vous ne devriez pas avoir perdu cette liberté-là. Et ça, c'est pas juste pour faire. Donc, il faut naviguer là-dedans, avoir cette discussion, mais pour s'assurer que les gens aient les droits et les protections indépendamment du secteur dans lequel ils travaillent, oui, souscris tout complètement à cette opinion-là. Mon premier ministre, M. Trudeau également, avec le MLIA processus, et M. Bibeau, nous trois, nous sommes très centrés sur cet enjeu, je vous l'assure. Très bien. Donc, on vous inclura ces deux ministres dans notre travail de défaire. Nous avons l'impression que les Canadiens sont ouverts à la chose. Ils ont vu les contributions avec la précarité des choses et des choses qui n'avaient pas de documents et qui ont contribué à cette période d'urgence. Et si on manque cette occasion, je crois qu'il n'y aura plus jamais un autre moment où les Canadiens sont si ouverts à recevoir les immigrants. Est-ce que vous planifiez ou est-ce qu'il y a des conversations au sujet de la situation à Hong Kong? Est-ce que vous avez un programme plus spécifiquement pour les gens de Hong Kong qui veulent immigrer ici pour améliorer, pour rendre la chose plus rapide? La question a été soulevée et je l'ai exprimée de façon répétitive. On est très préoccupé de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong qui a mené à l'arrêt de nombre d'individus qui expriment leur droit de préserver une vie démocratique tout simplement à Hong Kong, jusqu'au point où ça existe. Tout d'abord, on veut dire aux Canadiens, les 700 000 quelques Canadiens qui résident à Hong Kong, que vous êtes toujours bienvenus de retour à la maison. Mais à ceux qui peut-être réfléchissent à savoir si Hong Kong continuera à offrir cette vie démocratique en allant de l'avant. Je crois qu'il y a des façons de condamner la législation des PRC en suspendant le traité avec Hong Kong et en faisant venir la marchandise du Canada dans cette région et en regarder des options d'immigration, ce sur quoi je suis très centrée et le premier ministre également par le passé. Et je crois qu'on a l'obligation de garder toutes les options ouvertes sur la table. Et ça veut dire également de défendre les droits humains partout au monde. Et donc, c'est ce sur quoi vous pouvez compter de ma part. L'éligibilité, c'est une conversation qui se poursuit étant donné le programme des travailleurs temporaires mène à une résidence souvent. Est-ce que vous allez ouvrir la disponibilité des fonds de RCC à ces deux groupes? Tout d'abord, je du premier. Donc, le 20 octobre, on a une rencontre. Une des raisons pour laquelle on n'a pas juste pesé le go sur cette initiative-là particulière, c'est que les étudiants internationaux font partie d'une population, plusieurs qui viennent au Canada ne parlent pas la langue aussi bien, ne connaissent pas leur collectivité, ils ne sont même pas à l'aise avec leur campus. Donc, il fallait être certain qu'il y avait des soutiens en place pour ce groupe-là. En plus de s'assurer que les écoles et les institutions étaient accréditées par les provinces, avaient des programmes COVID pour recevoir ces classes d'immigrants. Et ça prend du temps et de la diligence raisonnable. Et nous avons confiance maintenant qu'avec ces discussions que l'on a eues, une bonne compréhension des rôles des provinces à jouer dans la réglementation de l'administration du secteur éducatif, comme ils améliorent les écoles et qu'ils désignent les institutions, qu'on peut les ramener. Et donc, ça ne veut pas dire, par contre, qu'on
verra pas une priorisation qui permettra aux étudiants de venir se perfectionner dans leurs études ici au Canada. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas quand même avoir sur la table certains des amendements à nos politiques qui ont créé des problèmes de souplesse au niveau de la COVID. Par exemple, on est en train d'essayer d'accorder des permis restreints aux étudiants internationaux également, et également d'offrir autant d'une expérience en ligne éducative possible. Il y a 17 des polytechniques au Canada, puis Seneca a une orientation assez intéressante. Ils appellent ça la bienvenue sénécane. Et avant que les étudiants arrivent au Canada, on leur fait faire une orientation autour des différents campus. Et ce sont les genres d'innovations qu'il faut vraiment engendrer avec nos politiques et avec notre souplesse, de sorte que tant et si longtemps qu'il y aura des restrictions de voyage, ils peuvent au moins commencer leurs cours en ligne et à vivre leur expérience canadienne. Une fois qu'ils arriveront, ils pourront commencer à s'intégrer dès que possible. Très bien. Je vais combiner ça à la prochaine question. Est-ce que vous envisagez de faire un pilote sur l'immigration et est-ce qu'il y a des nominés municipaux là-dessus? Sur le pilote, on est maintenant à la prochaine étape de ça. On a 11 villes sélectionnées de partout au pays et je suis très enthousiaste. J'étais au téléphone aujourd'hui avec ma contrepartie provinciale au Manitoba. Ils n'ont pas une, mais deux collectivités là-bas. Et la prochaine étape, ce sera de commencer à utiliser les espaces affectés pour identifier leurs candidats. Et comme le temps avancera, on va vraiment surveiller pour voir si on peut répliquer le succès qu'on a eu avec les provinces de l'Atlantique. Il me semble que le plus de pilotes il y a et le plus on a vraiment une bonne idée de là où se trouvent les écarts dans les petites collectivités, y compris dans le Nord, le plus probablement est-ce qu'on verra une réplique de ce succès. Donc, j'espère qu'avec le temps, il y aura une conversation qui se tiendra au sujet de est-ce qu'on veut garder certains de ces pilotes dont l'objectif est de distribuer l'immigration partout au pays et de s'éloigner de ces genres de concentration dans les grands centres, les villes, comme faisant partie d'une architecture permanente. On a fait ça avec les gens de pays. On est en train de faire rendre ça permanent. Je crois qu'il y a une possibilité qu'on va se répliquer avec les règlements dans les pilotes sur l'immigration et le programme des nominés qui faisait partie de notre plateforme à la dernière élection. J'ai eu des consultations avec nos partenaires et fournisseurs de services. On a pris ces données-là comme en première ligne, puis on passe à la prochaine étape du rôle de ce programme en amenant ça à un processus qui nous permettra de partager l'intérêt. Et la prochaine phase, ce sera de piger de ces collectivités qui veulent participer, de ceux qui puissent commencer à postuler. Donc, c'est tout du bon travail qui est une question sur l'équité d'emploi. À chaque recherche statisticienne, nous, avec Plénier auparavant, était sur la reprise l'impact sur la reprise des femmes suite à la COVID et avec les indigènes, et principalement les femmes ont été les plus frappées économiquement par la pandémie. Et l'économie qui est faible. Est-ce qu'il y a un programme avec les milliards et de votre cabinet? Bien, une façon, c'est de prendre ces rétroactions-là, amener ça à mon collègue, l'honorable Buchanan, qui défend non seulement les femmes en politique, mais à tout et partout. Donc, je pense que c'est un acquis qu'elle sera très intriguée par cette idée. Et
les grands défis pour les femmes d'avoir un emploi et de revenir à l'emploi, c'est quelque chose qui nous attire tous et je crois que quelque chose que l'immigration peut soutenir. Mais avant d'y arriver, on a souvent parti des politiques de ce gouvernement qui est un gouvernement progressiste et qui croit qu'une bonne économie veut dire que chaque personne, femme, jeune fille, collectivité racialisée et les gens de couleur devraient tous participer et avoir les mêmes salaires pour le même travail. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est ce qu'on essaie de faire avancer par le gouvernement? Est-ce qu'on y est arrivé? Non, pas encore. On n'est pas parvenu à nos fins, mais en faisant avancer nos objectifs, en continuant à toujours augmentant le soutien aux femmes, aux enfants, surtout pendant la COVID, surtout pendant que plusieurs femmes, malheureusement, restent sans emploi. On espère que ça aidera, mais au niveau du IRCC, nos plans sont toujours assujettis aux analyses de... Donc, on cherche ces écarts. On veut s'assurer qu'on les ferme autant que puisse. Et donc, ça veut dire d'avoir un cadre d'immigration qui fait la promotion de l'équité pour les femmes et qui se fie aux femmes qui viennent d'outre-mer ou qui sont déjà ici et qui sont là où on en a besoin le plus. Et ça va se poursuivre en concert avec vos défenses. Et ce serait ravi de partager ça avec M. McKenna et je ne serais pas surpris de voir qu'elle le soutiendra. Mais juste pour préciser, on sait que les, les femmes ont bénéficié le plus de l'équité de l'immigration. Maintenant, on veut avoir les gens qui sont racialisés et les indigènes et que ces conditions-là, donc transférer les paiements aux provinces, mais également aux secteurs qui devraient rencontrer les conditions attachées et aux plus vulnérables et aux plus marginalisés par la pandémie et cette économie affaiblie. Je vous entends clairement et je suis d'accord et je serais ravie de partager et de défendre la même chose. Plusieurs questions sur le statut de régularisation, sur l'accès des services aux services. L'autre suivi dont vous avez parlé de, des déductions pour enfants. Le terme m'échappe, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Il y a enfants canadiens avec des parents qui n'ont pas leurs documents. Et on n'a pas accès à ces avantages sociaux pour enfants, qui est un des meilleurs outils que l'on a au Canada. Donc, comment peut-on s'assurer que tous les enfants, indépendamment de leur statut, puissent y avoir accès? Je crois que tout d'abord, en enlevant tous les écarts pour être éligible à tous ces programmes. Donc, vous allez peut-être vous rappeler que c'est ce souvenir, c'est survenu lorsqu'il y a eu le CPU. On était certain que ça s'étendrait à tous, indépendamment de leur statut, tant et si longtemps qu'ils correspondaient aux critères et répondaient aux critères. Je pense qu'en allant de l'avant, il faut trouver d'autres façons de soutenir les nouveaux arrivants, surtout les membres des populations vulnérables, racialisées. Et encore là, je crois que le travail le ministre Foutsen, ce qu'il fait là-dessus, je sais que le Premier ministre, récemment, ont produit un fonds sur les prêts pour les et je viens d'avoir une table ronde pour l'aide aux Noirs dans ma collectivité. Donc, il y a encore un groupe de leaders d'entreprises qui cherchent ça et pour les aider. Et le RCC, on est ici pour faciliter les gens qui veulent venir au Canada, qui veulent être intégrés avec Ocasi en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin et mettre ça en langage libellé et aptitude de formation. Et donc, c'est la clé du succès. Et demain, j'annoncerai le programme. Et donc, par extension, je pense que vous verrez que notre soutien est là. Et ça, je suis enthousiaste. Lorsqu'on fait croître l'immigration, vous verrez que toutes ces occasions-là s'étendent.
sur pour avoir comment peut-on faciliter le processus pour que les gens puissent travailler dans leur domaine. Mais également, il y avait une question sur des nouveaux arrivants qui sont sourds. La personne, j'aimerais savoir des nouveaux arrivants sourds et qui puissent continuer d'exister, surtout au niveau de la citoyenneté. Il y a un membre qui a dit qu'elle a fait beaucoup de travail, un travail incroyable avec des gens qui ont des problèmes de surdité et on a réussi à faire changer leur citoyenneté, et faire traverser ce processus-là, mais il y a encore énormément de travail à faire. Mais c'est quelque chose que on espère que vous allez continuer à travailler en souhaitant la bienvenue aux gens qui ont des problèmes de surdité. Est-ce que vous avez quelque chose au niveau des programmes, comme quelque chose qui ressemble à la PCU, ces gens-là? Oui, comme j'ai dit auparavant, j'ai défendu et je vais continuer à le faire et fournir le soutien aux nouveaux arrivants, surtout également les handicapés. J'ai travaillé de près avec le ministre Poltro pour nous assurer que nos processus sont inclusifs des membres des collectivités handicapées. Par exemple, l'an dernier, lorsque vous avez lancé le programme, il y avait des euh, barrières à permettre aux handicapés d'exprimer ça. Et je sais que le ministre Qualtrough a présenté un avantage euh, où on continuera à avoir un soutien additionnel à la COVID. Et donc, on veut prendre ces rétroactions et rendre nos programmes et nos politiques aussi inclusives que possible. Et ça veut dire de réduire les obstacles. Donc, il ne fait nul doute qu'on apprécie ces rétroactions et ça revient toujours au principe de base. Pour qu'une économie réussisse bien, il faut traiter les obstacles de structure et systémiques qui remontent à loin. Et donc, le ministre Chagger, qui est responsable de la diversité et de l'inclusion chez les jeunes, j'ai eu nombre de tables rondes avec lui et il prend ça très sérieusement. Et une des choses où on peut s'améliorer, c'est de rassembler les données et d'aller chercher le meilleur sens qui en ressort et de faire du progrès. Une des choses que j'ai entendues de façon répétitive, c'est qu'on ne peut pas la mesurer, on ne sait pas si on réussit. Donc, ça, c'est un thème constant sur lequel on se penche. Beaucoup d'autres questions, mais Chris est en train de me dire qu'il faut que vous partiez. Vous êtes déjà 5 minutes en retard. Mais il y a une dernière question que j'ai vraiment besoin de commentaires pour les prodigueurs de soins, ceux qui souffrent de la violence, survivants de la violence. Que doit-on leur dire? Quel soutien peut-on leur donner pour qu'ils puissent mieux transitionner à leur résidence? D'abord, pour s'assurer que la voie est là et qu'elle est assez large. Les prodigueurs de soins font partie d'un groupe identifiable qui va jouer un rôle critique dans la pandémie. Et c'est même avant la pandémie, mais encore plus en allant de l'avant avec les retraites, la population vieillissante que l'on a. Et on a besoin de prodigueurs de soins. Et c'est un des endroits pour lequel on peut recruter de la main-d'œuvre domestique. Et donc, il y aura un programme pour que les prodigueurs de soins viennent au Canada, mais également qu'ils aient le et les protections qui est nécessaire pour ce genre de travail qui présente beaucoup de défis. Et je crois que le programme actuel n'autorise pas les prodigueurs de soins. Ils peuvent élire de le faire, mais ça ne requiert pas qu'ils aient. Il y en a qui ont eu des relations qui ne fonctionnaient pas. Donc, avoir cette souplesse, d'avoir l'accès au soutien pour le COVID, pour fournir ce coussin, d'avoir accès à un logement abordable et aux soins de santé, tout ça doit être en place pour ils puissent réussir également pour avoir une résidence. Ça fera partie de notre stratégie. Merci infiniment. Et ceci étant dit, je vous laisse aller. Merci d'être venu. Vous voulez continuer? On peut continuer si vous voulez. Non, je blague.
C'est toujours bien d'être avec vous, Debbie. Merci infiniment et merci à vous tous d'être venus à l'appel. Et j'apprécie énormément. Et demain, tout ce que je demande, ce travail, et c'est une vocation. Je sais jusqu'à quel point vous y croyez. C'est pas toujours un sujet facile à naviguer lorsqu'on parle d'immigration. C'est un de ces sujets où on est tous bien fiers. On peut tous euh, s'y rattacher, mais pour rester dans cet espace, il faut vraiment rester ensemble, se rattacher et se regrouper. Et donc, j'espère que votre travail sera reflété demain et qu'on verra un futur optimiste en allant de l'avant. Alors, merci infiniment. Merci de vous avoir adressé la parole. Merci, Marco. Merci toujours. Un bonheur de vous avoir.